Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidaridad. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous, bienvenue sur IHT les RCFM pour suivre ce premier contraste de l'année 2017. Alors permettez-moi, au nom de toutes celles et ceux qui contribuent à la réalisation de cette émission, de vous souhaiter un pace salute per l'anno nuovo. Alors 2017 sera une année politique intense et la Corse n'échappera pas bien évidemment aux débats nationaux suscités par l'élection présidentielle. Et dans cette perspective, il nous a paru nécessaire de faire un point sur la politique du gouvernement dans l'île, les perspectives et les changements qui s'annoncent, et avant que le devoir de réserve ne s'impose à lui comme à tous les hauts fonctionnaires de l'État, nous recevons aujourd'hui le préfet de Corse, monsieur Bernard Schmelz. Bernard Schmelz, bonsoir. Bonsoir. Pace salute et à vous, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été nommé en Corse en avril dernier, ça fait maintenant un peu plus de 8 mois, un délai qui vous a permis, j'imagine, d'appréhender l'essentiel des dossiers. Alors, nous ferons le point avec vous sur l'économie, l'énergie, le traitement des déchets ou encore les problèmes de société liés à la violence ou au risque de tension entre les communautés. Roger Antèche pour Corse Matin et Jérôme Sauzine de RCFM, que je salue tous les deux, vous interrogeront durant cette émission. Bonsoir. Mais d'abord, comme à l'accoutumée, l'actualité avec ce projet initié par la mairie de Cisco et les agriculteurs de la micro-région qui projetaient de créer une agence foncière pastorale afin de gérer l'espace agricole. Alors la procédure a été annulée, ce qui retarde d'autant la mise en œuvre du projet. Les élus se sont mobilisés, il y aura une nouvelle enquête publique. L'État est favorable à ce type de projet? L'État est tout à fait favorable à ce type de projet. Une association foncière pastorale, c'est un très bon outil, parce que c'est un outil qui permet une utilisation rationnelle de l'espace, qui permet d'optimiser l'exploitation agricole, qui aide les agriculteurs à s'installer, sans pour autant déposséder les propriétaires de leurs droits. Donc c'est un excellent outil. Et ce qui s'est passé à Cisco, c'est un incident juridique, probablement lié aussi au fait que la situation de désordre foncier en Corse rend un peu plus compliqué le montage juridique de ces opérations. Donc mon collègue de Haute-Corse s'est exprimé sur le sujet. Je crois qu'il faut très très vite prendre des dispositions pour remonter un dossier qui soit fiabilisé au plan juridique de façon à faire vivre ce projet. Mais au-delà de cette affaire de Cisco se pose en Corse, et de façon générale, le problème de l'urbanisme. Alors une minorité de communes dispose aujourd'hui de PLU. Très souvent, c'est très difficile pour les maires, et pour diverses raisons d'ailleurs, d'élaborer ce type de document. Comment est-ce que vous pouvez, vous, intervenir auprès des maires ? Alors, on incite évidemment les maires à mettre en place des documents d'urbanisme, et puis le législateur aussi incite les maires à mettre en place des documents d'urbanisme. Aujourd'hui, sur 360 communes en Corse, 164, c'est-à-dire bien moins que de la moitié, ont un document d'urbanisme, et sur ces 164 communes, seules 52 ont un PLU. Et la loi Allure prévoit que si, à la fin mars, les communes qui avaient des postes n'ont pas transformé leurs postes en PLU, ces communes risquent de retomber dans le champ d'application du règlement national d'urbanisme et donc d'être privées de tout document d'urbanisme. C'est une situation critique et ça concerne potentiellement des communes aussi importantes que Calvi, Saint-Florent, Bigouille, beaucoup ont été annulés, Cargès. des PLU Oui, aussi. Beaucoup ont été annulés et ça a pu aussi contribuer à créer ces situations de vide juridique comme au Partovec, par exemple. Donc, justement, vous parlez d'incidents juridiques pour l'association pastorale. On a les mêmes phénomènes qui se produisent sur les PLU, qui sont souvent déférés, annulés partiellement ou totalement par le tribunal administratif. On a dit à un moment que le nouveau PADU sécuriserait peut-être la procédure, qu'il y a un contrôle de légalité qui s'exerce par la préfecture, mais ça reste quand même chaque fois un exercice compliqué et souvent attaqué. Mais c'est un exercice compliqué, mais il faut pourtant le faire. Parce que lorsqu'on fait un PLU, je dirais qu'on s'explique une bonne fois pour toutes. Lorsqu'on n'a pas de PLU et qu'on est dans le règlement national d'urbanisme, eh bien on refait le match en quelque sorte à chaque demande de permis de construire. Et c'est beaucoup plus difficile pour le contrôle de légalité d'endiguer le phénomène de mitage de l'espace s'il n'y a pas de document d'urbanisme. Parce que je vous donne un exemple, si vous déposez un permis de construire, une demande de permis de construire à la limite d'une zone urbanisée, eh bien on l'acceptera, puisque la loi prévoit qu'on doit rester dans une zone urbanisée, mais insensiblement et au fil des années, on va reculer cette limite et on va contribuer ainsi à un espace. Donc le contrôle de légalité au cas par cas ne peut pas remplacer un document d'urbanisme qui seul permet de définir la limite entre ce qui est constructible et ce qui ne l'est pas. Alors le PADUC
Ce n'est pas un document d'urbanisme, c'est un document d'orientation stratégique. Et les PLU peuvent permettre aussi de transcrire le PADUC, de l'adapter. Le PADUC, c'est une échelle de 50 millième. Le PLU, c'est à la parcelle. Donc on a besoin des deux outils, le PADUC et le PLU. Ça veut dire que fin mars, apparemment, certains, une cinquantaine, seront un peu embêtés. Est-ce que d'ici là, les services de l'État vont tenter de les accompagner pour retourner à l'écriture du PLU? Nous les accompagnons. Alors c'est une démarche qui relève de l'initiative des collectivités locales. L'État n'a pas à intervenir dans les orientations, dans les choix politiques qui sont faits par les communes. Mais évidemment, au plan technique, on est à la disposition des élus pour les aider. C'est ce que nous faisons au quotidien. Si vous parliez du contrôle de légalité, donc il s'exerce effectivement pour la Corse du Sud. Pour 2016, pour vous donner un ordre de grandeur, sur le seul juge d'urbanisme, on a exercé 79 recours gracieux auprès des collectivités et il y a eu 14 saisines du tribunal administratif. Comment vous expliquez cette absence, cette absence de PLU dans les communes? C'est visiblement une volonté. Les maires ont peur d'élaborer un certain nombre de documents. Il y a des pressions d'ordre divers et variés. Et est-ce qu'on constate le même désordre sur le territoire national, hein, Non, on ne constate pas le même désordre. Par rapport à la moyenne nationale, la Corse se situe dans une situation où il y a effectivement assez peu de documents d'urbanisme. En même temps, il faut relativiser cette question, parce que quand on a affaire à des petites communes de montagne très peu peuplées, un document d'urbanisme n'est pas strictement nécessaire. Donc, il faut dédramatiser la situation. En revanche, sur les communes qui sont soumises à la plus forte pression foncière, qui sont les communes littorales, là, il faut impérativement un document d'urbanisme. Alors on avance un peu, on parlait d'économie, mais il y a un domaine qui préoccupe tout le monde, c'est celui en particulier de la situation du chômage. Les chiffres du chômage en Corse sont à la hausse, ils progressent sur 3 mois, mais diminuent légèrement sur un an. En fait, en Corse, aujourd'hui, 22 343 demandeurs d'emploi en Corse, tendance inverse à l'ensemble du territoire. Comment est-ce que s'expliquent ces mauvais chiffres, alors que l'activité touristique, si elle a eu du mal à démarrer, a été plutôt bonne en arrière-saison? Alors la situation économique de la Corse, il faut distinguer le long terme et le très court terme. Sur le long terme, depuis la fin des années 90, il y a eu une amélioration de ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est-à-dire, quand on regarde la richesse par habitant, le PIB par habitant en Corse, on est passé d'une situation où la Corse était la 22e des régions métropolitaines fin des années 90. En 2015, elle était en milieu de peloton, 13e sur 22 régions à l'époque. Mais manifestement, cette amélioration de la richesse globale par habitant ne s'est pas répartie égalitairement et n'a pas profité à tout le monde. Il y a des poches de pauvreté sur le plus court terme. Par rapport à 2015, 2016 présente quelques signaux encourageants, mais qui restent à consolider, c'est indéniable. On a par exemple de meilleures rentrées fiscales sur l'impôt sur les sociétés. On a par exemple moins de demandes de délai de paiement adressées par les entreprises à l'URSSAF. Mais on a toujours un nombre de défaillances d'entreprises qui est beaucoup trop élevé, notamment en Corse du Sud. Quant au chômage, vous l'avez dit, on est sur une diminution, notamment pour les jeunes, mais pas pour les plus de 50 ans par rapport à 2015, mais là aussi, ce sont des choses qui sont à confirmer. Donc il y a en Corse des problèmes structurels. La pauvreté est un problème structurel, et puis la fragilité du tissu économique est aussi un problème structurel. Comment on l'explique? Vous avez raison, le PIB a augmenté, une des plus fortes progressions de l'ensemble de la France, et puis alors, par contre, le taux de pauvreté est un des plus forts de France. Finalement, cette croissance, elle n'a pas profité aux gens? Elle n'a pas complètement profité, il y a des écarts de revenus importants. Alors, quand on regarde plus attentivement ces phénomènes de pauvreté en Corse, on s'aperçoit que ce sont des phénomènes qui sont aussi localisés plus particulièrement sur certaines catégories de population. Quand on regarde les plus de 75 ans, en Corse, il y a un taux de pauvreté qui est de l'ordre de 20%, alors que dans la moyenne nationale, on est autour de 10%. Donc il faut traiter ce sujet des personnes âgées, et notamment dans la montagne. Alors parmi les facteurs d'explication importants à relever, il y a un accès aux droits qui n'est pas fait complètement en Corse. Quand on compare la Corse à la moyenne nationale, en taux de bénéficiaires du RSA, le revenu d'activité, et à la couverture médicale, on est 2 points en dessous en taux de bénéficiaires. Donc c'est une des orientations qu'on a retenues avec les collectivités territoriales de Corse, puisqu'on a mis en place
une gouvernance partagée sur ces sujets de pauvreté qui sont des sujets sur lesquels on doit collectivement se mobiliser. On a l'impression que c'est irrémédiable. Il faut absolument améliorer l'accès aux droits. On a l'impression que c'est quelque chose qui est parti, que le coup est parti, que c'est irrémédiable. Ça fait des années qu'on fait effectivement ce constat. L'accès aux droits, comme vous indiquez, l'éloignement du service public, l'éloignement des dispositifs de santé. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, à un moment donné, pour la Corse, un véritable plan de... On parle toujours de sauver le rural, et puis c'est au fil des émissions Contraste, messieurs, il me semble que le coup est bien parti et c'est fini. Non, c'est pas fini parce que partons du principe que les fondamentaux se sont quand même améliorés. Bon. Je reviens un petit peu sur les phénomènes de pauvreté. Si on réussit à améliorer l'accès aux droits, déjà, on va améliorer le niveau de vie d'un certain nombre de personnes. Il y a une autre difficulté en Corse qui est qu'on n'a pas de tissu associatif aussi dense que dans les grandes villes du continent. Or, c'est ce tissu associatif qui prolonge l'action des services de l'État, qui prolonge l'action des collectivités avec des intervenants sociaux, des médiateurs. Ce sont ces personnes-là qui accompagnent les gens dans les démarches, qui les aident à trouver un logement. Donc, il n'y a pas de fatalité. Vous voyez, le problème du logement qui participe aussi de ces phénomènes de pauvreté, on a un déficit de logements sociaux en Corse. On estime qu'en moyenne nationale, pour combler les besoins, il faudrait augmenter de 35% environ le nombre de logements sociaux. En Corse, il faudrait les augmenter de 45%. Donc voilà, une piste à identifier. Il faut augmenter le nombre de logements sociaux. Quand on regarde la structure des logements sociaux en Corse, on s'aperçoit que, alors que la demande porte à 40% sur des petites surfaces de T1 et T2, ces petits appartements ne représentent que 14% de l'offre. Vous voyez qu'il faut essayer d'identifier très précisément les problèmes, les difficultés et mettre en face les remèdes. S'agissant du logement, on a eu une bonne année de programmation du logement en 2016. On a des crédits qui nous permettent de rester autour de 5 à 600 logements produits en Corse en 2017. C'est une des pistes qu'il faut creuser. Mais vous avez raison, il y a aussi des actions à conduire de façon plus structurelle. Vous avez peut-être en tête les réflexions que faisait la Cour des comptes sur le PUI, disant qu'il y avait effectivement un retard de programmation. Mais retard de programmation, pourquoi ? Peut-être aussi parce qu'on n'a pas identifié des projets suffisamment. Et remarquez aussi que les projets étaient un peu trop dispersés. Vous devancez ma question. L'investissement public, effectivement, a boosté la croissance, et grâce au PUI notamment. Alors, la dernière convention a été signée, 426 millions d'euros, je crois. Alors, il y avait la critique de la Cour des comptes, effectivement, en disant qu'il n'a pas répondu réellement à sa mission, en tout cas, pas à hauteur de ce qui était prévu. La nouvelle majorité territoriale a dit vouloir changer d'orientation. Est-ce que vous l'avez constaté lors des dernières réunions du Corepa, puisque je rappelle que l'État et la collectivité élaborent ensemble les projets. Alors le 4e avenant à ce stade n'a pas encore identifié une liste de projets. Il a prolongé un certain nombre de priorités, il en a identifié d'autres, mais il y a un certain nombre d'invariants, parce que les problèmes sont toujours là, il y a toujours des infrastructures à traiter. Donc il y a un volet route dans le 4e avenant pour traiter les entrées de ville à Bastia, à Ajaccio, pour traiter des tronçons routiers dangereux comme Ponteleccia du côté de la Haute-Corse, le col de San Bastian en Corse du Sud. On trouve évidemment un volet traitement des déchets doté de 44 millions d'euros pour aider à la mise en place du tri, des plateformes, de tout ce qu'on a besoin pour sortir de cette crise des déchets. Il y a un volet culture. Voilà, les têtes de chapitre sont les mêmes. Ce qu'il faut maintenant, c'est identifier à l'intérieur de cette tête de chapitre des projets qui soient réellement structurants. Mais est-ce que ça ne montre pas précisément ce que vous êtes en train de dire ? Le terme du PUI, c'est 2024, c'est ça ? Oui, d'accord. Pour les paiements. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de programmation précisément est en 2017, aujourd'hui, sur cette 4e tranche, hors les grands domaines que vous venez de décrire, c'est pas finalement le défaut que l'on constate depuis que ce PUI a été mis en place, c'est-à-dire l'absence vraiment d'une vraie vision. Bon, il y a des grands projets dans l'île, le port de la Carbonite à Bastia, mais on en aura parlé pendant un quart de siècle pour ne pas le faire finalement. Est-ce qu'il n'y a pas ce défaut-là en Corse ? Et puis l'État en porte sa responsabilité. De toute façon, vous savez, l'État, les collectivités locales, les acteurs économiques et sociaux, on est embarqués dans le même bateau. Donc on doit être solidaire à la fois sur le diagnostic et sur les actions. Donc moi je pense qu'effectivement dans le cadre du 4e avenant du PUI et à l'intérieur de ces lignes directrices qui correspondent à des vrais besoins, il faut qu'on essaie de trouver des projets structurants qui ont des effets de levier. Et je crois que pour les programmations futures, les prochains contrats de plan, les prochaines campagnes d'investissement ici en Corse, il faut être résolument ambitieux. Vous avez en tête un projet, par exemple, un projet structurant Écoutez, si je peux me permettre de rêver, c'est pas un comportement habituel pour un préfet. En fait, c'est un vœu. Un vœu, voilà.
Vous avez en tête, on en a parlé beaucoup ces derniers temps, vous voyez ce qui a été fait au Mont-Saint-Michel. Opération Grand Site, site prestigieux de dimension mondiale. Ces opérations Grand Site de France, c'est fait d'abord pour protéger les sites et éviter qu'une surfréquentation touristique ne les dégrade. Vous voyez, à une échelle moindre mais quand même importante, ce qui a été fait, opération Grand Site, la Pointe du Raz dans le Finistère, la dune du Pilat en Gironde. En Corse, il y aurait matière à faire non pas une, non pas deux, mais au moins 10 opérations Grand Site. Il y en a une qui est en projet à Ajaccio, en Parade. Il faudrait en faire à Bonifacio, il faudrait en faire au Calanque de Piane, il faudrait en faire dans les agrégates. Et des opérations comme celle-ci sont des opérations structurantes. Parce qu'on crée des points d'appel touristiques extrêmement forts, et ça contribue à fidéliser les touristes, à mieux gérer la fréquentation touristique, et derrière à structurer des offres, et donc à allonger la saison. Voilà, c'est un exemple sur un des points forts de l'économie insulaire, 24% de la richesse, qui est le tourisme. Je crois que c'est ça, ce type d'opération qu'il faut réfléchir. Alors il y a les projets, puis il y a aussi les financements. Lors de la dernière réunion, Gilles Simeone a révélé que la participation de l'État à ce plan exceptionnel s'était élevé à ce jour à 58%. Il était prévu 70%. Est-ce que pour la dernière tranche, l'État va rétablir les choses? Alors, c'était pas prévu à 70%, M. Albertine. Ce qui était prévu, c'est que l'intervention de l'État pourrait monter jusqu'à 70%. Voilà. Donc, voire 80% dans certains cas. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'engagement non respecté. Bon, écoutez, moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire venir ici en Corse le plus possible de crédit. Voilà. Donc, je suis aussi l'avocat de la Corse auprès des ministères. Je remplirai mon rôle, mais je ne sais pas aujourd'hui vous dire exactement comment ça va se positionner, mais je ferai évidemment le maximum pour obtenir le plus possible de crédit d'État pour la Corse. C'est de temps compliqué en période, je crois, électorale en ce moment, un petit peu, pour aller plaider, pour aller se projeter. Vous dites, finalement, on a un petit peu des coups de retard. Il faut avoir des coups d'avance, il faut se projeter. Il y a la Corse, elle va très très vite. Hein. On voit la croissance démographique qui est ce qu'elle est. On est champion là aussi. Champion on pourrait y revenir si vous voulez. Oui, peut-être. Champion en pauvreté, champion de croissance démographique. Est-ce qu'on n'anticipe pas suffisamment les choses finalement dans notre île? Est-ce que c'est pas ce qui nous manque? Je crois, et encore une fois, c'est une remarque qui vaut aussi pour l'État. Bon, c'est à l'État que j'ai posé la question, évidemment. Mais il faut que collectivement, on soit capable d'être ambitieux, de faire des choix. C'est difficile de faire des choix, mais il faut en faire. Et de faire preuve dans la conduite du projet de constance et de méthode. Et dans le contexte électoral, c'est... Dans le contexte électoral, vous savez, on n'est pas comme aux États-Unis où il y a une vraie interruption parce que les équipes changent complètement. Nous, il y a une permanence des institutions. Donc nous avons des interlocuteurs qui sont toujours là dans les ministères, qui sont là avant les élections, qui resteront après, ce qui nous permet d'avoir toujours une continuité dans le suivi des dossiers. Mais c'est vrai que les périodes électorales ne sont pas propices à des décisions politiques fortes et structurantes et lourdes. On est dans une fin de mandature pour le gouvernement actuel. Un nouveau sera désigné. Bon, dans cet entre-deux, on aura effectivement quelques difficultés à obtenir des arbitrages. Alors on parle un peu de politique pour évoquer cette fameuse collectivité unique. Elle est en marche forcée même pour certains, si en particulier le conseil départemental de Corse du Sud qui traîne un peu les pieds. Vous le lui avez fait savoir d'ailleurs lors de votre visite lorsque vous présentez le rapport des services de l'État. Les choses ont un peu évolué depuis, mais est-ce qu'on sera dans les temps pour la mise en place de cette collectivité unique? D'ailleurs, ce n'est pas à l'État qu'il faut poser la question. Parce que nous ne sommes pas partie prenante dans le travail que doivent réaliser les trois collectivités. Ce que je relève, il faut le rappeler, c'est que cette collectivité unique, elle a été demandée dans son principe par une très très grande majorité des élus corses. Premier point. Deuxième point, si j'écoute et je regarde ce qui a été dit par les présidents dans ces dernières semaines, je constate qu'il n'y a pas de désaccord de fond sur le principe de cette collectivité unique. On est plutôt sur des désaccords qui s'expriment sur des calendriers ou sur des modalités. Bon. C'est une manière de ne pas être trop d'accord voilà. non plus. Certes. Bon. Donc maintenant, ce que je peux dire, c'est que il faut conduire le chantier technique. Bien sûr, les présidents peuvent se positionner politiquement comme ils le souhaitent, c'est leur rôle et leur liberté sur l'orientation politique, mais il y a aussi un principe de réalité. Et ne pas conduire les dossiers techniquement, c'est une prise de risque. Voilà. Parce que nul ne sait ce qui se décidera ou ce qui ne sera pas décidé après les élections. Ils sont conduits techniquement, ils sont conduits aujourd'hui, ça vous confirmez qu'il y a oui, il y a des chantiers techniques, on n'est pas trop tard. Simplement, il faut que le travail technique se fasse pour éviter effectivement cette prise de risque. Tout n'est finalement qu'élection. Hein. On a une date qui avait été donnée d'une élection territoriale
en décembre 2017. Est-ce qu'on marche du côté de l'État et du côté du territoire vers cette date-là encore? Est-ce qu'il y a des chances que ce qui est... Parce que c'est pas à 6 mois d'une élection dire qu'elle n'aura pas lieu là, mais c'est pas l'usage de la République. Hein. Non, mais pour ce qui concerne l'État, on est sur une trajectoire qui est claire. Les ministres, le Premier ministre avait pris des engagements, ces engagements sont tenus, les ordonnances ont été élaborées, délibérées en Conseil des ministres, et elles sont aujourd'hui présentées au Sénat pour ratification. Donc, du point de vue de l'État, le process se poursuit comme cela avait été indiqué, donc avec des échéances électorales qui demeurent celles qui sont prévues. Alors, sur la méthode, les ordonnances, évidemment, ça relève de l'État, mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, pour la méthode, avoir un statut véritable pour l'île, qui organisait à chaque fois les compétences, l'organisation territoriale, le mode de scrutin, le statut des personnes? Ça n'aurait pas été plus simple d'avoir autre chose plutôt que d'avancer comme ça, où on sent quand même les difficultés. Monsieur Albertine, vous m'entraînez sur un terrain politique. Alors je vais lâchement sortir un joker, parce que on est en période préélectorale, et là on est vraiment sur des sujets qui vont donner lieu, je pense, à des débats assez animés au plan national et ici en Corse. Donc voilà, je serais en faute si je m'en mêlais trop précisément. Non, par contre, vous dites qu'il faut que les choses avancent techniquement entre les trois collectivités. Est-ce qu'au niveau des services de l'État, les choses seront prêtes? Du côté des services de l'État... Il y a du changement quand même. Alors, bien sûr, mais nous, on est prêts et on est à la disposition des collectivités, si elles le jugent utile, pour participer à des réunions techniques. La nouvelle organisation des services de l'État, c'est ce que je voulais dire. L'organisation des services de l'État, elle n'est pas modifiée, puisque l'arbitrage qui a été rendu, c'est de laisser les deux départements comme circonscription administrative de l'État, donc une préfecture à Bastia, une préfecture à Ajaccio, des directions départementales, des services régionaux. Donc cette organisation-là, elle est inchangée. Des sous-préfectures. Et les sous-préfectures, absolument. Alors on avance un peu, on va évoquer deux dossiers récurrents qui n'ont pas encore de solution définitive, c'est celui de l'énergie et celui du traitement des déchets. Alors le 2 janvier, le collectif de Vico bloquait une nouvelle fois l'entrée du centre, il refusait l'unité de compostage. Sur le fond de l'affaire, on arrive bientôt à la saturation des décharges. Il n'y a pas visiblement de perspective pour d'autres décharges, ou en tout cas pas avant le mois de juin selon Agnès Simon-Pietri. On retourne à la crise? Vous la prévoyez? Pour l'instant, on n'y est pas, mais il ne faut pas dissimuler la réalité. On est dans une situation d'extrême tension. Et ce qu'il faut sur l'affaire des déchets, c'est une situation désolante, vraiment désolante. C'est prioritairement rétablir le climat de confiance. Rétablir le climat de confiance, c'était l'objet de la déclaration commune du mois d'août. Civadec, collectivité territoriale, État, qui dressait les priorités. Absolument et de façon résolue, déterminée, avec beaucoup de motivation, le tri. Parce que le tri, c'est réduire les besoins en matière de volume à enfouir, et c'est aussi traiter le plus possible, notamment les fermentescibles qui produisent des nuisances. Donc le tri, c'est une priorité. Et d'ailleurs, j'entends quelquefois dire que le tri, c'est compliqué ici encore. Non, ça a été compliqué, mais ça avance. Oui. Et ça a été compliqué partout. Donc, sur le tri, il y a des signaux qui commencent à apparaître. Oui, la solution, on la connaît, c'est la mise en place qui pose problème. Non. Il y a des premiers résultats qui sont d'ores et déjà acquis à la communauté d'amélioration de Bastia, à la CAPA, et également dans un certain nombre de comités de communes, je pense notamment au Fiumorbe, où il y a des choses qui ont été faites de façon très positive. Le deuxième signal qu'il faut envoyer, c'est trouver de nouveaux sites. Parce que c'était aussi l'idée de la déclaration commune. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est toujours les mêmes qui doivent supporter les nuisances sans enfouissement. Dans la même idée, la déclaration commune disait qu'il faut qu'il y ait quelque part un juste retour, et que donc les territoires qui accueillent des centres d'enfouissement technique doivent bénéficier aussi d'un appui du côté de l'État, de la CTC, pour réaliser des investissements d'intérêt général. Donc c'est une espèce de devoir de solidarité. Et puis, pour rétablir la confiance, il faut aussi que du côté de l'État, on fasse bien comprendre à tout le monde que la gestion des centres d'enfouissement technique aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les anciennes décharges sauvages autrefois. C'est quelque chose qui est contrôlé, qui est suivi. Il y a des règles de conduite de gestion extrêmement rigoureuses, et donc on arrive à des installations qui ne produisent plus de nuisances. Donc voilà les signaux qu'il faut envoyer. Sur le tri, ça commence à s'améliorer. Il faut maintenant sur... Et sur le plan de la CTC, qui avait des ambitions assez importantes, qui devait s'appliquer avant la fin de l'année 2016, me semble-t-il... Comment vous portez, quel jugement vous portez sur le... On avait des prétentions assez importantes. Le plan de la CTC... il n'est pas en marche.
Si, dans la mesure où on commence à développer le tri, où on met en place des installations. Je rappelle que dans le PUI, on a quand même 44 millions disponibles pour financer. Donc il y a des choses qui se mettent en place, la dynamique est enclenchée, vraiment. Est-ce qu'il a aussi, pardon, on ne pêche pas également par une dispersion des compétences et des responsabilités? Je ne suis pas sûr que dans les autres régions par lesquelles vous êtes passé, vous ayez été assailli par des problèmes de collecte des ordures ménagères, de traitement des ordures ménagères. Ça fait malheureusement partie des sujets sur lesquels il y a une forme de décalage qui s'est instauré entre la situation ici en Corse et la moyenne nationale. Il faut absolument le rattraper. La structuration, elle existe ici en Corse, et la répartition des rôles est claire. À la CTC, la définition de la stratégie, au CIVADEC ou éventuellement aux intercommunalités qui n'ont pas délégué la compétence au CIVADEC pour le traitement, et puis les communes pour la collecte. Quant à l'État, lui, il instruit des dossiers d'installation et il contrôle la gestion des installations. Donc il n'y a pas tant d'acteurs que cela. En Corse, le problème, c'est moins la structuration des acteurs que la capacité à travailler ensemble et à se mettre d'accord sur des objectifs d'intérêt général. Le troisième site, alors ? Il faut, si vous voulez, casser ce risque d'effet domino avec des effets de blocage, site par site, qui aboutissent à une embolie totale. Ce troisième site, il faut le chercher, on le trouve Écoutez, il y a un projet qui est en cours d'instruction, c'est le projet dit de Talon 3, qui devrait être, dans les prochaines semaines, en février, présenté en Haute-Corse au comité départemental d'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CODERST. Donc on a une instruction qui se poursuit sur ce projet de Talon 3 et par ailleurs, dans l'esprit de la déclaration commune du mois d'août, il y a aussi des dispositifs type contrat de ruralité qui sont disponibles pour exercer cette solidarité vis-à-vis du territoire de Talon. Alors, autre dossier important, c'est celui de l'approvisionnement énergétique de l'île. La ministre Ségolène Royal, lors de sa venue en Corse, a fait un certain nombre d'annonces concernant le gaz naturel. C'est prévu pour 2023 avec la reconstruction du vase et le projet Cyrénée. Ça vous semble un délai qui est possible à tenir? Alors, vous allez me dire que c'est un serpent de mer de plus. Écoutez, les choses, là aussi, sont enclenchées. Alors, le délai de 2023... c'est une échéance ambitieuse, mais c'est une échéance réaliste à condition de ne pas s'endormir. Voilà. Mais quelquefois, c'est utile de se mettre un peu de pression. Mais d'ores et déjà, le sujet a avancé, puisque un appel à manifestation d'intérêt à l'intention des entreprises a été mis en place dès le mois de juillet, publié dès le mois de juillet, avec des réponses à l'automne. Et d'ores et déjà, 9 entreprises se sont positionnées. Et donc, on y trouve les grands noms, les grandes entreprises de production, de fourniture ou de transport de gaz. On va rentrer dans les toutes prochaines semaines dans une autre phase qui sera celle du dialogue compétitif avec ces entreprises sur la base d'un cahier des charges qui est finalisé par EDF. Donc, vous voyez, on franchit des étapes. C'est fin février, c'est ça ? Le début du dialogue compétitif avec les entreprises qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt. L'engagement d'EDF, c'est d'avoir remplacé la centrale du Vadj avant 2023. Oui, absolument. Absolument. Et là aussi, on attend pour le second semestre 2017 sur la centrale du Vadj le dépôt du permis de construire et le dépôt du dossier d'instruction au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc là aussi, il y a des échéances qui sont calées dans le calendrier. Le coût et le financement ? Alors le financement, le coût, on ne le dit pas parce que c'est aussi un élément du dialogue compétitif. Donc c'est à l'opérateur, maître d'ouvrage, qui sera retenu de réaliser l'opération et ensuite de se faire rémunérer par son client EDF, par la fourniture de gaz. Tout ceci donnant lieu aussi à l'intervention de la Commission de régulation de l'énergie pour mettre en place des systèmes de péréquation de coûts de l'arrivée du gaz ici en Corse. Il nous reste 3 minutes avant le débat. Je voudrais revenir sur un problème de société. Le soir de Noël s'est produit un incident au quartier des Cannes entre quelques jeunes et le SAMU qui effectuait une intervention. On a connu en 2016 l'affaire de Cisque, auparavant légèrement de l'Empereur. Alors il y a les faits qui sont réels, il y a les interprétations, puis aussi l'instrumentalisation. Est-ce que vous considérez qu'il y a matière à être inquiet pour la cohésion de la société en Corse? Il y a matière à être inquiet pour la cohésion de société partout. On a des difficultés dans ce registre de la cohésion de société partout. On est une société qui est menacée par le communautarisme, on est une société qui est menacée par une appétence vers la violence d'un certain nombre de personnes, et notamment des jeunes. Donc tout ceci doit être regardé avec attention. Sur les affaires que vous évoquez, moi je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement précieux en Corse, qui est une capacité à exprimer de la solidarité. Solidarité familiale, solidarité de voisinage. Et ça explique d'ailleurs qu'il y ait en Corse
finalement peu d'incivilité et une délinquance de faible intensité qui est moins importante qu'ailleurs. Et ça, c'est précieux. Cette capacité à exprimer une réprobation, cette capacité à exprimer une solidarité. Encore faut-il, bien entendu, que ces phénomènes ne débordent pas sur des excès qui, eux, doivent être absolument écartés. Le premier excès, c'est évidemment le racisme et la xénophobie. Ce sont des sentiments inadmissibles, profondément anti-républicains. Et j'indique tout de suite que les personnes qui se livrent sur les réseaux sociaux à ces déversements de petites haines ignobles ne sont pas à l'abri de poursuites pénales et que pour ce qui me concerne, je transmettrai au parquet tous les éléments d'information dont je dispose sur ces échanges de cette nature sur les réseaux sociaux. L'autre excès qu'il faut éviter, c'est tout simplement la tentation de se faire justice à soi-même. Parce que quand on est dans cette tentation, c'est l'état de droit qui est atteint. La justice, c'est le propre d'une institution. Ce n'est pas quelque chose qui doit être rendu dans l'impulsion, dans la passion ou sous la pression. Voilà, ça concerne des magistrats professionnels. Donc voilà, si vous voulez, la leçon que je tire de cela, ce qu'il faut relever, c'est que la justice a été extrêmement rapide dans les affaires que vous évoquez, y compris dans l'affaire d'Ajaccio. Et nous avons, en termes de prévention des troubles publics, fait en sorte aussi que les choses se passent le mieux possible. Mais nous restons évidemment extrêmement vigilants. Bien, nous arrivons à l'heure de notre débat avec votre contradicteur. Il s'agit aujourd'hui de Sébastien Simoni, chef d'entreprise Compluxplex et président de la société à capital risque Femogui. Sébastien Simoni, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre présence sur ce plateau pour débattre avec Bernard Schmelz, à qui vous comptiez parler d'économie. Je crois c'est à vous pour 10 minutes. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous parler d'une anomalie qu'on peut trouver dans les statistiques au sujet des investissements de recherche et développement et d'innovation, où on se rend compte en fait qu'en Corse, on a un niveau de vie qui est dans la moyenne de l'Union européenne. On a on est quand même une région relativement développée, quoi. Et on se rend compte qu'on a un niveau d'investissement en innovation et en recherche-développement au même niveau que Chypre. Et si on compare par rapport aux autres îles méditerranéennes, les grandes îles méditerranéennes, on se rend compte qu'il y a un décrochage très important. Et si on se compare par rapport à la moyenne nationale, on est, je crois, un écart de 0,4% à 2,2% sur la moyenne nationale. Et on est 40% en dessous des régions qui investissent le moins, c'est-à-dire les DOM-TOM, qui sont aux alentours de 0,7%. Et donc moi-même, je m'ai interrogé sur le fait, sur les causes, parce que on peut en tirer deux conclusions. La première, c'est de dire qu'on n'est vraiment pas fait pour ça. La deuxième, c'est de dire qu'il y a quelque chose dans le système qui bloque et qui contraint. Donc quand on regarde en fait ce qui s'est passé dans le passé, on se rend compte que sur les 15 dernières années, il y a une société qui a été rachetée par eBay, eBazaar, il y a une société qui a été rachetée par Google, Sparrow, il y a une société qui est cotée, qui est valorisée plus d'1 milliard d'euros, mais on se rend compte que ces sociétés, elles naissent en Corse et elles sont obligées de partir. Et voilà, la question que je me posais, c'est qu'il existe dans les DOM une majoration du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une mesure qui permettrait en Corse de rattraper ce déficit d'investissement, notamment privé d'ailleurs? Bon, ce que vous dites, je suis assez largement d'accord, bien sûr sur le constat et sur la nécessité de réagir. L'économie corse, on l'a évoqué tout à l'heure, elle doit rattraper un certain nombre de handicaps et de retards sur des sujets fondamentaux, y compris des sujets qui ne sont pas directement connectés à l'économie, mais qui participent aussi du développement économique, le traitement des déchets, les problèmes d'assainissement et le numérique. Le numérique, c'est important. Il y a un plan numérique, il y a 62 millions d'argent public, dont 37 millions de fonds d'État, de l'argent européen, de l'argent de la CTC. Donc ça fait partie des grands plans, des grands efforts de rattrapage qu'il faut faire. Ensuite, quand on regarde le tissu économique corse, c'est vrai qu'il
il ne comporte pas beaucoup d'entreprises à dimension technologique affirmée. Donc c'est un petit peu ça l'explication. C'est-à-dire les efforts de recherche et investissement sont insuffisants parce que peut-être aussi on n'a pas suffisamment ici d'entreprises qui sont susceptibles de rentrer dans cette démarche. Et pourtant, moi je suis convaincu que l'une des pistes qu'il faut développer pour l'île, c'est d'attirer ici des entreprises du numérique qui trouveront en Corse des conditions de travail, des cadres de vie tout à fait exceptionnels. Voilà. Donc pourquoi pas, hein. On parle beaucoup d'un statut fiscal et social pour la Corse. Ce statut fiscal et social, il existe déjà assez largement. Il y a des dispositifs sur la TVA, il y a des dispositifs sur les recettes d'État reversées aux collectivités territoriales, la délégation de continuité territoriale, il y a le dispositif sur le foncier. Bref, mais ce dispositif fiscal et social, je pense qu'il faut, dans l'avenir, essayer de le retravailler pour le rendre plus pertinent. C'était d'ailleurs une des observations de la Cour des comptes, de telle façon qu'il puisse avoir un impact plus décisif sur l'économie et l'emploi. Donc vous évoquez une piste crédit d'impôt recherche. Bon, c'est une décision qui appartiendrait au gouvernement, au Parlement, donc je n'ai pas à prononcer dessus, mais je trouve que c'est une piste intéressante. Donc moi je pense qu'en fait, en tout cas dans l'état actuel des choses, je ne vois pas l'avantage qu'auraient des entreprises technologiques à s'installer en Corse. Il se trouve que je pense que ce qui pénalise grandement la Corse dans ce domaine, c'est les coûts de transport, où en fait on n'est absolument pas connecté au hub européen, ce qui crée un problème. On a le seul hub auquel on est connecté, c'est Paris, avec des coûts de transport qui sont quand même très élevés, quand on regarde pour combien on peut voyager de Barcelone à Londres, pour 50 €, vous faites un aller-retour, voire moins. Et je pense que ça se répercute sur les ressources humaines qui font qu'on n'est pas franchement, mis à part le climat, on n'est pas franchement une destination idéale pour localiser des entreprises de ce type. La dotation de continuité territoriale, c'est 197 millions par an, donc c'est un effort important de l'État. C'est un sujet qui concerne aussi les transporteurs, Air Corsica, les transporteurs marins. Il faut optimiser aussi les coûts. C'est vrai qu'en étant moi-même usager régulier de ces transports, il faudrait essayer d'imaginer des moyens de faire réduire cette facture qui était effectivement assez importante, qui est probablement aujourd'hui aussi l'une des difficultés à résoudre pour favoriser ces échanges entre la Corse et le continent et permettre une installation plus fluide des entreprises. Moi, je pense que c'est un des nœuds du problème. Et d'ailleurs, on est toujours mal à l'aise quand on défend, par exemple, des majorations de crédit d'impôt recherche, de crédit d'impôt... Parce qu'on se trouve toujours, je dirais, dans la situation du demandeur. Et je pense qu'il y a des problèmes structurels qui font qu'en fait, on ne résout pas forcément le problème principal et qu'on tourne un peu autour du pot en demandant des rustines. Ce qui est aussi, je trouve, un peu dommageable au débat public, c'est que, étant donné que la région je dirais, elle a un comportement irresponsable parce qu'elle est irresponsable dans le domaine de la fiscalité. Elle ne peut pas prendre de décision. Quand on regarde comment sont gérées la Sardaigne, la Sicile, ce sont des régions qui maîtrisent leur politique fiscale. Et justement, si elles prennent une mauvaise décision, ça impacte leur économie. Il y a une transparence fiscale qui fait qu'on décide de donner certains avantages, mais aussi on a des obligations par rapport à l'État pour payer les fonctions régaliennes. Enfin, moi, je trouve que du coup, ça brouille un peu le message. C'est-à-dire qu'on va demander sans jamais faire de choix, ou d'avoir de cohérence. Écoutez, personne ne pèse sur les choix de la collectivité territoriale. C'est un principe de l'administration. Elle a des recettes qui sont pour partie composées de dotations de l'État, mais fondamentalement, elle a des choix et elle en rend compte devant la population. Il y a des transferts financiers importants entre
la nation française et la Corse à travers un certain nombre de dispositifs dérogatoires, entre la TVA, les recettes fiscales de l'État versées aux collectivités locales, il y en a déjà, et la dotation continuité territoriale, on est déjà dans des sommes de l'ordre de 700 voire 750 millions par an. Donc ce qu'il faut regarder, c'est très précisément quel est le dispositif le plus efficace, comment il faut aménager le statut fiscal et social, mais on est obligé aussi de prendre en compte les flux financiers qui de toute façon sont nécessaires pour faire fonctionner à la fois les collectivités territoriales en Corse, mais aussi les services de l'État en Corse. Donc, il faut de toute façon que l'on ait des recettes pour permettre à tout le monde de travailler. Excusez-moi, il faut un statut fiscal particulier pour la Corse? Il existe déjà le statut fiscal. Il faut sans doute le faire évoluer, mais il existe déjà. Mais il n'est pas décidé, je dirais... moi, l'impression que ça donne, c'est que c'est un assemblage de mesures qui ont pas de cohérence et je sais pas, il n'y a pas d'autonomie fiscale. Donc il n'est pas décidé par l'Assemblée de Corse une politique cohérente. Il y a eu des stratifications. Il y a eu des décisions qui sont des décisions de l'État qui ont été probablement certaines demandées sous forme de dialogue, mais on a l'impression que quand on regarde en fait la façon dont sont gérées les autres îles en Méditerranée, la Corse elle a quand même un niveau de responsabilité moindre dans sa définition de politique fiscale. La Corse est le territoire dans lequel la décentralisation est la plus poussée. Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder cela comme étant une forme de relation d'opposition entre l'État et la Corse. Les dernières décisions du gouvernement sur la contribution des collectivités corses à la résorption des déficits publics, sur l'utilisation des reliquats de continuité territoriale, où on a suivi ce qui était demandé par les élus, montrent bien qu'il y a de la volonté de l'État, une disponibilité pour faire évoluer les dispositifs. Moi, je crois que la question des ressources est importante, mais la question la plus importante, on l'évoquait tout à l'heure, c'est quand même celle des projets, de l'ambition. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est la stratégie? Quelle est la ligne directrice? Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ça c'est une responsabilité collective et l'État aussi doit prendre sa part dans le diagnostic et dans les perspectives. Eh bien, merci messieurs, le temps du débat est terminé. Nous allons maintenant retrouver mes deux confrères pour le débriefing et nous allons commencer après ce jingle avec Roger Antèche. Roger, c'est à vous. Alors, quelques réflexions. On aurait pu penser, avec l'arrivée des nationalistes au pouvoir territorial, que la mission de la préfecture de région dans l'île aurait été redessinée, qu'elle aurait appelé un nouveau style également pour celui qui l'incarne. Bon, je constate que ce point de vue-là, le moule n'est pas cassé. On est dans une continuité de l'État, effectivement. La préfecture est mêlée ou se mêle d'à peu près tous les dossiers. On parlait tout à l'heure de celui de la collecte et du traitement des ordures ménagères qui revient de manière récurrente à l'actualité. C'est vers le préfet et donc vers l'État qu'on se tourne chaque fois qu'un problème se pose dans l'île, ce qui est assez singulier pour un territoire qui réclame plus d'autonomie, voire même parfois son indépendance. Et c'est devant les grilles de la préfecture qu'on manifeste, qu'on se rassemble, parfois malheureusement dans la violence, et vous en avez parlé tout à l'heure. Moi je constate que un an et plus après l'avènement du pouvoir nationaliste dans la région, 8 mois après votre arrivée, la préfecture reste toujours l'épicentre de la vie politique et publique dans l'île. Alors moi, ça me pose une question et qui tient aussi peut-être à ces pouvoirs qui s'enchevêtrent entre le territoire et l'État. On n'a toujours pas réglé réglé véritablement sur ce territoire cette épineuse question. Faut-il plus ou moins d'État dans la gestion des affaires de l'île? On vous répondra après. Jérôme Souzini, d'abord. Oui, simplement, au cours de cet entretien, le préfet de Corse a à plusieurs reprises rappelé il y a des sommes, il y a des financements, il y a des fonds, 40 millions ici, 200 et quelques là, il y a des réelles possibilités. Alors la question que l'on pourrait se poser, c'est effectivement s'il y a toutes ces possibilités, tous ces financements disponibles, pourquoi ça ne va pas aussi vite? Pourquoi est-on toujours à la ramasse? Pourquoi a-t-on des contre-performances en matière d'emploi? Pourquoi a-t-on des contre-performances? Tout à l'heure, Jean-Baptiste Albertine, il disait qu'on était en matière de pauvreté parmi les plus régions. Non, on est la première région en termes de pauvreté. On est devant. Pourquoi, effectivement, il y a une jeunesse qui, comme le posait ces questions à l'instant notre ami Simone, se demande comment on va pouvoir faire pour développer son économie? Il y a des possibilités, il y a des
des réelles possibilités de financement dans ce pays. Il y a des échéances. On sent que dans les 4, 5, 6, 7 ans à venir, il y a beaucoup de choses qui vont changer. En tous les cas, la préfecture restera au palais Lantivis, ça c'est une chose. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer, on l'a dit, le PEI, on l'a dit, la nouvelle centrale. Ça fait qu'il y a un cap important, il y a un tournant important, me semble-t-il, cette année 2017. Est-ce que finalement, c'est l'année, pas de tous les dangers, mais l'année de tous les espoirs? Bien. Allez-y, vous pouvez répondre aux deux interpellations. Sur le rôle de l'État au regard des évolutions politiques dans l'île. Le préfet que je suis fait un métier qui suppose que, pas simplement par devoir, mais aussi par conviction, je suis patriote. Non seulement par devoir, mais aussi par conviction, je suis profondément attaché aux valeurs de la République française. Mais précisément pour cela, je suis respectueux de l'obligation de réserve. Je n'ai pas exprimé d'opinion politique, et les opinions politiques, les critiques, je n'ai pas à les commenter non plus. Je suis respectueux du principe de neutralité du service public, c'est-à-dire que le service public de l'État doit traiter de la façon strictement égalitaire quiconque, quelles que soient ses orientations politiques, philosophiques. Et puis, et peut-être surtout, je suis par devoir et par conviction respectueux du suffrage universel, qui est la source de toute légitimité. Donc quand vous mettez ça bout à bout, eh bien, ça aboutit nécessairement à ce que, par devoir et par conviction, je suis dans une relation de loyauté totale avec les acteurs économiques et sociaux et politiques du territoire, dans une relation loyale et si possible cordiale, parce que c'est plus facile de travailler lorsque les relations sont agréables que lorsqu'il y a... C'est le cas actuellement ? Oui, lorsqu'il y a des tensions. Et puis, au-delà de ces principes juridiques et de ces valeurs qui sont importantes, il y a un autre principe qui est un principe de réalité. On l'a vu tout autour de nos échanges. En Corse, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a d'énormes défis à relever, mais il y a aussi des atouts exceptionnels à valoriser. Et je n'ai pas de temps à perdre dans des crispations inutiles, dans des polémiques où je n'ai pas ma place. Je suis là pour travailler. Et depuis que je suis arrivé, je me suis attaché à tenir soigneusement à l'écart deux risques. Un, me défie absolument de tous les clichés et de tous les a priori sur la Corse et les Corses. Et d'autre part, ne donner aucune prise à cette idée qui revient quelquefois ici, peut-être même assez souvent, d'un rapport de force institutionnalisé entre la Corse et l'État. Je ne suis dans aucun rapport de force avec personne. Nous sommes là pour travailler ensemble. Alors la place de l'État, l'État est sa juste place. La place de l'État, elle est définie par les lois, par la Constitution. On ne sort pas du champ qui est le nôtre, mais simplement, pour faire avancer les choses, eh bien, il faut qu'on additionne les compétences des collectivités territoriales et les compétences de l'État. Et c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de confusion des rôles, mais simplement, il y a un devoir de travail en commun. Pour répondre à votre question, M. Sizine, on en a déjà aussi parlé tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité en Corse. Vous savez, il y a d'autres territoires de la République sur lesquels il y a des difficultés, mais des difficultés d'autre nature. En Corse, il y a des difficultés qui sont liées à des handicaps naturels, à cette conjonction de l'effet relief et de l'effet insularité. Ces mécaniques-là dont on voit les résultats. D'autres territoires de la République connaissent d'autres types de difficultés. Donc il n'y a pas de fatalité corse. Je crois qu'il faut simplement qu'on soit ambitieux et qu'on se mette tous en ligne pour fixer des stratégies, s'y tenir et déployer de la méthode et de la constance. Et qu'on ait tous collectivement une capacité à vraiment prendre des décisions, à faire des choix. Alors, il nous reste 3 minutes d'émission. Je voudrais vous interroger sur un projet qui est micro-local, mais qui préoccupe beaucoup à la fois les acteurs économiques ajacciens et les élus. C'est celui de la future cité administrative que l'État voudrait transférer à Aspret. Alors, c'est une levée de bouclier général. Les élus, je l'ai dit, les syndicats également. Est-ce que vous allez finaliser ce projet et dans quel délai? Ou alors, est-ce qu'il y a encore la place pour le dialogue, éventuellement, vous pourriez changer, sinon d'avis, et peut-être d'endroit. Alors ce projet, il n'est pas si mauvais que ça, déjà, premier point. C'est le vôtre. Donc oui, mais il n'est pas si mauvais. En même temps, je ne vous dis pas que c'est un projet extraordinaire, c'est un projet qui est aussi contraint par un budget, voilà. Alors aujourd'hui, le projet n'est pas rentré dans une phase opérationnelle. Et puis on n'est plus à une époque où le char de l'État passe
sans s'arrêter, sans qu'on écoute les protestations. Et de toute façon, avec l'explosion des réseaux sociaux, on sait bien qu'aujourd'hui, que dès qu'on commence à imaginer un début d'esquisse de projet, on a déjà des questions et des interrogations. Donc, vous savez, vous êtes journaliste, que ne pas écouter, ne pas discuter, c'est un choix de communication probablement le pire. En tout cas, c'est un choix de communication. Donc, on s'arrête, on discute, et on essaye de déployer des arguments pour convaincre que ce n'est pas un si mauvais projet que cela. Donc je suis dans une phase d'échange et de discussion. Il y a le problème de l'impact sur le commerce du centre-ville qui ne me paraît pas défavorable. Enfin, ça mérite d'être creusé et argumenté, puisque l'État va libérer des espaces, il va libérer des places de parking. Il y a la question de la circulation, au rond-point d'Aspret. Bon, on sait quels sont les problèmes de circulation à Ajaccio, à Bastia aussi. Donc là aussi, il faut qu'on puisse apporter des réponses techniques. Et puis, il y a un troisième argument qu'on entend un petit peu en arrière-plan, qui est que l'idée que l'État pourrait abandonner le site d'Aspreto, qui pourrait être destiné à d'autres activités. Bon, alors ça, c'est absurde. Oui, mais c'est pas d'actualité. L'État n'est pas l'oncle Picsou, il ne garde pas inutilement et par principe des biens qui lui appartiennent et dont il n'aurait pas l'usage. L'État a cédé la caserne Mont-Laure à Bonifacio, il a cédé la caserne Battesti à Ajaccio, et puis il y a cette magnifique projet de cession de la citadelle à Ajaccio. Mais Aspreto n'est pas à vendre. Mais la solution alternative que vous propose la mairie, à savoir les locaux du futur ex-hôpital, je dirais, au centre-ville. Il y a une dimension qui est importante pour nous, qui est que le budget au niveau de l'État consacré aux cités administratives est un budget qui est fini, c'est-à-dire qu'il est contraint. Et pour l'instant, le site d'Aspret est en tête d'une liste d'opérations. Pourquoi il est en tête de liste d'opérations ? Parce qu'il a une rentabilité meilleure. Et cette rentabilité tient au fait que sur Aspreto, nous sommes propriétaires. Voilà. Donc si on change l'équation et si on doit aller vers un projet plus cher, eh bien on risque de passer de la première place à la troisième ou quatrième. Décision quand ? Il n'y a pas d'urgence. Cela peut attendre quelques mois encore. Eh bien, Merlin Schmelz, ce sera là votre mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Roger. Jérôme, merci de votre fidélité. Pace salute à tous. Eh bien, merci. Contraste est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Jean-Félix Acquavi, maire de Lozzi, conseiller exécutif de Corse en charge des transports. A domenica prossima, dunque, intanto buona settimana, buonasera a tutti.